Colline, bonjour. Je suis actuellement en direct des États-Unis. Dans quelle ville actuellement tu te trouves? Donc actuellement, je suis à Los Angeles. Et dis-nous comment ça se passe, comment a été cette élection présidentielle qui est hors du commun? Ça a été une semaine assez longue. Où donc, oui, bah voilà, mardi soir, en fait, toutes les personnes autour de moi, donc on a tous suivi d'assez près, du coup, l'annonce des résultats. Et puis, c'est vrai que ça a été stressant, en fait, puisque les premiers résultats qui tombaient étaient assez proches de ceux dans leur développement. Donc, au final, on avait tous l'impression de revivre un petit peu ce qui s'est passé il y a 4 ans. Euh, Et puis bon, c'est vrai que quand on est parti se coucher, donc c'était la côte ouest en plus, donc on était quand même levé jusqu'à assez tard, mais malgré tout, quand on est parti, vers, je sais pas, 2 heures du matin, les résultats n'étaient pas très encourageants. Il y avait encore donc Wisconsin, pardon, Michigan qui était marqué donc rouge. Et puis c'est vrai qu'au final, c'est donc mercredi matin quand on s'est réveillé qu'on a vu que ça commençait un petit peu à bouger. Et puis bon, bah après les jours suivants, Biden a un peu conforté son avance jusqu'à donc hier où du coup je me suis réveillé pour découvrir la nouvelle. Mais ouais, c'est vrai que c'était une semaine assez stressante, assez longue. Et mes amis américains ont tous vécu ça de manière assez intense. Justement, à titre personnel ou même par rapport à tes amis, qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien concrètement cette élection de Joe Biden? Dans leur quotidien, je pense que ce que j'ai vu le plus fait, beaucoup de gens n'ont pas spécialement à avoir à s'inquiéter toujours de penser à ce que va dire le président. À quel genre d'horreur il va pouvoir dire, que ce soit raciste, que ce soit juste des insultes ou comme ça. Donc ce genre de choses, en fait, d'avoir cette espèce de charge mentale en moi, en fait, au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, enfin, même moi, je ressens hein, d'une certaine façon. Je pense même en France, beaucoup de personnes aussi, même sans être forcément concernées directement, peuvent ressentir. J'ai vu beaucoup de personnes, donc soit des amis ou des gens que je suis sur Twitter, qui discutaient du discours de Biden, en fait, et qui parlaient justement du fait que c'était pour la première fois depuis assez longtemps le discours donc de leur futur président maintenant, qui n'était pas justement un discours agressif, qui était un discours d'unification. Bon, après, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'a dit Biden, mais qui n'était pas un discours vraiment fondé sur l'agression. Et toi, à titre personnel, tu es né en France ou tu es parti t'installer aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir là-bas? À vivre le rêve américain peut-être? Ouais, donc je suis né en France, ça fait 2 ans et demi à peu près que je vis aux États-Unis. Et ce qui m'a poussé, c'est simplement que donc j'ai fait des études d'anglais en France, et pendant mon master, on m'a proposé un échange en fait. Et donc j'ai pris l'échange. Et puis suite à ça, en fait, j'ai pu m'inscrire, donc finir mon master donc pendant l'échange aux États-Unis et m'inscrire directement en doctorat là-bas. Et j'ai eu la chance d'être pris par la suite. Et donc là, je suis là-bas pour une durée a priori limitée pour l'instant. Qu'est-ce que tu attends pour les prochaines années à suivre aux Ouais. États-Unis? Donc comme je commençais à dire, en fait, si j'avais pu voter aux États-Unis, j'aurais pas forcément choisi Biden comme premier choix parmi les démocrates, en tout cas. Donc c'est vrai que j'attends pas forcément le tout de lui. Cela dit, donc je sais qu'il a déjà promis là, dès hier Contre le Covid. voilà, des mesures qui vont à l'encontre du coup qui défont un peu ce que Trump a fait ou qui refont ce qu'il a défait selon le cas. Et donc notamment, c'est vrai enfin, à titre personnel, et je pense pour beaucoup de gens, en fait, on attend. Donc bon, il y a les accords de Paris qui sont la nouvelle un peu récente, mais beaucoup aussi donc tout ce qui s'est passé par rapport aux frontières. Je pense que beaucoup de gens aimeraient que ça se fasse très très vite. Du coup, donc ces questions donc d'enfants mis dans des cages, de familles qui sont séparées à la frontière, qui voilà. Enfin beaucoup de ces choses-là. Sur les questions de la police aussi, donc c'est vrai qu'il n'a pas pris une position extrêmement progressive là-dessus. Il a quand même beaucoup soutenu les policiers depuis George Floyd. Mais bon, on peut quand même espérer qu'il va avoir en tout cas, qu'il va au moins essayer de faire des pas dans la bonne direction. Et je pense qu'en fait, enfin à titre personnel, j'espère et je pense que beaucoup de gens qui étaient plus de la gauche américaine et qui ont voté pour lui espèrent pouvoir le pousser un petit peu justement plus vers cette direction de gauche. Notamment parce qu'il y a eu donc au Parlement, enfin au Congrès, la réélection donc, de personnes comme Alexandria Ocasio-Cortez, etc., qui vont peut-être permettre de
pousser un petit peu plus et peut-être donc vers des choses comme, par exemple, une réforme de la police qui est un peu plus forte que ce qu'on pourrait attendre de la part des déclarations de Biden à la base. Sans savoir qu'en France, beaucoup de jeunes aimeraient partir vivre aux États-Unis. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Et est-ce que tu peux nous raconter justement la vie là-bas? Mon regard par rapport à ça, c'est assez compliqué parce que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours qui m'a permis de venir ici sans avoir à vendre un rein pour, pour vivre en fait. Non mais enfin j'en parle avec certains membres de ma famille qui sont plus jeunes et qui rentrent, enfin qui veulent rentrer dans les études supérieures et qui me disent: «Ah, ce serait super de venir à Los Angeles». C'est compliqué en fait. Moi j'ai la chance de pouvoir faire mes études en doctorat ici parce que justement le doctorat en fait ne fonctionne pas comme les études américaines où on a l'habitude d'entendre, tu sais, ces prix absolument enfin, Exorbitant. c'est exorbitant, les dettes impossibles dans lesquelles les gens rentrent et tout ça. Le doctorat, surtout en sciences humaines, du coup, c'est quelque chose pour lequel on te paie, en fait, comment dire, pour venir étudier et donc pour enseigner en même temps. Donc un espèce de contrat doctoral qui est assez rare en France en plus. Donc du coup, c'est une position qui est vraiment privilégiée par rapport à ce que même j'aurais pu avoir en France. En dehors de ça, je trouve que c'est assez compliqué, malgré tout. Euh, enfin, ça aurait été assez compliqué en tout cas de venir aux États-Unis. Sur le plan Donc, financier ou même sur d'autres plans? sur le plan financier, sur le plan de l'immigration aussi, tout simplement, hein, puisque c'est pas. Enfin, même. Bon, après, c'est les années Trump, donc c'est vrai que ça fait. C'est aussi les élections. Mais voilà, c'était pas forcément le plus facile, même avec. Enfin, je veux dire, c'était quand même beaucoup d'étapes par lesquelles passer pour avoir un visa, même avec le soutien de la fac, etc. Bon, on sentait bien qu'il y avait beaucoup Réticence? euh, de scrupules, ouais, voilà, à faire rentrer des personnes. Et ça, même avec en fait une procédure qui était assez simple, puisque du coup j'étais enfin, légitime, on va dire, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'imagine que ça doit pas être forcément facile si on veut vivre aux États-Unis, juste pour vivre aux États-Unis et qu'on n'a pas forcément voilà, un visa travail ou un visa d'études ou ce genre de choses qui fatalement coûtent assez cher, puisqu'il faut avoir donc soit se payer les études, soit donc avoir un business qui veuille bien nous sponsoriser. Quel est le regard des jeunes Américains sur la politique française? C'est-à-dire qu'il y a eu bon, il y a eu les gilets jaunes, sûrement vous avez dû en entendre parler. Il y a eu des violences policières aussi. Quel est le regard des Américains sur la France actuellement, des jeunes principalement? Alors, Los Angeles est assez particulier puisque c'est une ville et dans un état lui-même qui est assez progressif, donc de fait, ils ont peut-être plus une tendance à être. J'ai quand même l'impression de la part de plusieurs des personnes auxquelles je parle, qui sont assez jeunes que ça, qu'ils idéalisent un petit peu la France comme étant, enfin voilà, Macron comme étant cette espèce de Hillary Clinton que eux n'ont pas eu en fait. Et donc c'est vrai que quand on leur parle des gilets jaunes et des violences policières qu'il y a en France, aussi bien qu'il y a eu et qu'il continue à y avoir, en général, mais quand même, c'est la France, ça peut pas être comme nous, etc. Et bon, je pense que beaucoup ont tendance à ne pas forcément faire un lien d'égal à égal entre par exemple, donc, ce que beaucoup en France ont fait, donc le meurtre de George Floyd et celui d'Adama Traoré en France, par exemple. Euh, alors que le lien, enfin, je veux dire, il est là, quoi. Enfin, ça Il y a a des été tout de suite similitudes. fait par le comité Anama, il me semble, en France. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une tendance à un peu idéaliser la façon enfin, cette image de la France comme étant le pays des droits de l'homme, le pays de la révolution, de la gauche avec une assurance santé, etc. Alors qu'au final, bon, je suis pas en train de dire que la France est pourrie, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de progrès à faire et je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte, ou en tout cas qu'ils refusent un peu de le voir de leur point de vue, en tout cas. Et du coup, toi, à titre personnel, après tes études, tu aimerais revenir en France ou t'installer à Los Angeles? À Los Angeles, pas forcément. Aux États-Unis, oui. Voilà, ça dépendra évidemment donc, des opportunités que j'ai, puisque pour l'instant, je suis sur un visa de 5 ans. Mais oui, voilà, si j'ai l'opportunité de continuer à vivre aux US, j'aimerais définitivement faire ça. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite venir s'installer ou faire ses études aux États-Unis? Mon conseil,
Ce J'ai bien serait donc compris. d'essayer de prévoir un petit peu. Alors pour les études en tout cas, pour le travail, je ne saurais pas du tout confirmer, si ce n'est essayer de trouver un emploi donc, qui a des branches aux États-Unis et donc de venir avec un bon anglais et puis d'essayer ensuite de se faire, comment dire, Ouais. transférer sur la branche américaine. Mais pour les étudiants, donc je dirais essayer simplement de voir quelle, comment dire, quelle branche d'études dans ce qui les intéresse, faire des échanges tout simplement. Et puis aussi donc de prévoir leurs études, peut-être avec un angle de vue plus large. C'est vrai que moi, j'avais jamais imaginé pouvoir étudier aux États-Unis. Et au final, c'était vraiment le plus pur des hasards. Enfin, même pendant mon échange, en fait, c'était vraiment une fois que j'ai parlé avec les gens sur place que je me suis rendu compte que je pouvais postuler et rester ici pour faire mes études, en fait. J'aurais jamais imaginé que c'était possible avant. J'avais toujours cette idée de la fac américaine comme étant exorbitante, etc. Et donc, je pense que c'est assez important de vraiment se renseigner assez près et d'essayer de faire un plan, en fait, tout simplement, sur les années à suivre, de dire, voilà, est-ce que ma fac propose des échanges? Quel genre d'échange est-ce que c'est? Et surtout, donc, voilà, est-ce que j'aurais envie, par exemple, de postuler donc, après une licence, sur un master aux États-Unis, etc. Quel genre d'aide on peut avoir? Donc ça, c'est des choses, je pense, auxquelles on ne pense pas du tout en français. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pas du tout pensé avant d'être vraiment devant le fait accompli, mais qui sont possibles et voilà, enfin, qui peuvent se faire. C'est juste, voilà, le problème, c'est qu'il faut toujours, enfin, à moins d'avoir beaucoup d'argent, d'essayer toujours de contourner un petit peu donc ce côté financier donc de la licence aux États-Unis qui coûte extrêmement cher. On revient sur, la politique. En France, on a dit que c'est CNN qui a annoncé, le premier média à avoir annoncé l'élection de Joe Biden. Comment ça a été perçu par les Américains? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez novateur quand même. Comment ça a été perçu? L'élection de Joe Biden ou le Ouais, fait que CNN l'annonce? le Ouais. fait que CNN l'annonce. Je suis pas trop sûr pour ça parce que vu que je suis sur la côte ouest du coup, donc j'ai eu la nouvelle, pendant que je dormais. OK. Donc je me suis réveillé assez tard, donc tout le monde commençait déjà à en parler. De ce que j'ai vu des réactions, en fait, ça a été assez accepté malgré tout. Enfin bon, évidemment les supporters de Trump ont toujours un peu de mal à prendre la nouvelle, mais j'ai l'impression que ça a été, en fait, tellement attendu pour plusieurs jours. En fait, c'est vrai que j'en parlais avec des amis qui étaient tous un petit peu stressés de se dire: «Bon oui, mais» enfin à dire des: «Oui, mais si il y a un problème, si Trump fait ceci, cela». Mais je pense qu'en fait, l'avantage d'avoir eu d'avoir eu cette semaine de stress, en fait, pendant laquelle on a vu, Biden progresser très lentement, ça a été justement de se conforter un petit peu, petit à petit, dans l'idée qu'il allait gagner de toute façon. Et donc je pense que ça a aussi permis de prendre la nouvelle de manière un petit peu plus, j'ai envie de dire plus zen, de s'y habituer un petit peu plus et de dire: «Voilà, bah, on s'y attendait, ça fait plusieurs jours que, voilà, il va gagner le Wisconsin, le Michigan». On voyait qu'il gagnait du terrain petit à petit en Géorgie, dans le Nevada, en Pennsylvanie. Donc au final, c'est devenu vraiment, quelque chose d'attendu et donc je pense que ça a vraiment permis, donc même si c'est CNN, de comment dire? Soulagé de Voilà, de rendre le passage un peu plus facile, quoi. et dans ton entourage ou dans tes connaissances, est-ce que tu as des personnes qui étaient pro-Trump, donc parti républicain et quelle est leur réaction actuellement? Comment ils se trouvent? Alors je n'ai pas de d'amis pro-Trump. OK. Non, non, j'ai pas spécialement. C'est à Los Angeles, c'est un peu difficile à trouver. Il y en a, mais c'est plus voilà, c'est plus OK. compliqué et puis dans les milieux, dans lesquels je suis, donc que ce soit l'université ou, en tant que joueur de jeux vidéo, par exemple, enfin, c'est des choses qui sont pas forcément, pas forcément fréquentes. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de pro-Trump, même par pur hasard ou comme ça, c'était voilà, c'était assez rare. Tu penses que c'est, que vraiment de la part de la jeunesse américaine, il y a eu un rejet de Trump? D'une certaine partie de la jeunesse américaine, oui, certainement. Évidemment, il a des supporters qui sont jeunes, faut pas les comment dire? Il y a peut-être un danger à dire que les jeunes ne supportent pas du tout Trump, mais oui, non, voilà, je pense qu'il y a eu une certaine forme de rejet. Je sais pas d'ailleurs à quel point enfin, j'ai pas du tout vu ce qu'ils appellent les exit polls ici, donc qui déterminent un petit peu les tendances de qui a voté pour qui. Mais peut-être que d'ailleurs c'était aussi l'un des facteurs qui a beaucoup aidé Biden, le fait que les jeunes se seraient mobilisés contre Trump.
les jeunes qui n'ont pas pu voter il y a 4 ans. Mais oui, non, voilà, je pense qu'il y a vraiment un petit peu tout ce ressenti, voilà, quand on accuse souvent les jeunes d'avoir cette culture woke ou je ne sais quoi, enfin voilà, d'être, enfin tout ce que Trump disait en fait, I don't care about your feelings, snowflakes, etc. Voilà, toute cette rhétorique en fait qui dit que les causes chères à beaucoup de jeunes en fait ne valent pas le coup enfin ça vaut pas le coup de se battre pour elles. Au final, je pense que ça a dû, oui, mobiliser pas mal de personnes contre lui encore plus. En 2020, on a vu des violences envers les policiers américains sans précédent, au point même qu'on a vu des boutiques barricadées, des pillages. Et comment toi tu l'as vécu à Los Angeles et quel est ton regard Mhm. par rapport à ça? Parce que c'est quelque chose qu'on ne pensait pas voir arriver aux États-Unis, de voir des policiers poursuivis par des manifestants, presque comme à Paris avec les Gilets jaunes. Comment ça a été perçu? Est-ce que les Américains ont copié sur la jeunesse française ou sur les Gilets jaunes pour protester? Euh, Est-ce qu'ils ont copié? Ça, je sais pas forcément. Peut-être que ça a participé à un climat. Je n'ai pas spécialement entendu beaucoup de gens parler des Gilets jaunes ici, mais après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas entendu parler et qu'ils n'ont pas été inspirés et tout ça. D'autant plus qu'il y a eu donc cette réaction assez rapide, aussi bien en France qu'ailleurs, par rapport à George Floyd, en fait, qui a dû aussi un peu galvaniser donc, tout le monde ici. Donc, je pense que ça a définitivement eu un rôle de la même manière que le mouvement des droits sociaux dans les années 60, au final, a eu un rôle un petit peu à travers le monde, même s'il n'y a pas forcément le lien fait directement par les personnes concernées. Comment je l'ai vécu à Los Angeles? Encore une fois, Los Angeles, c'est une ville assez particulière dans le sens où on est beaucoup de démocrates, enfin en tout cas de personnes qui sont plutôt vers le côté gauche de la politique. Donc ça a été de manière générale assez soutenu. Enfin, toutes ces manifestations étaient assez soutenues. J'étais allé à celle qui s'était passée à Hollywood, donc où il y avait vraiment une foule assez énorme. Et bon, c'est vrai ça m'a paru vraiment d'être un mouvement très... Enfin, il n'y a pas eu de contre-manifestation, j'ai pas vu spécialement de personnes dire voilà autrement. La seule chose est que la police de Los Angeles est donc connue pour être assez sévère à ce niveau-là. Enfin, elle a une très mauvaise réputation donc, par rapport justement à son traitement des personnes de couleur, etc. Donc voilà, c'était le seul bémol en fait de Los Angeles. Mais autrement, oui, c'est vrai que c'est une ville en fait où on a surtout ressenti donc ce mouvement populaire justement de soutien en fait par rapport au mouvement Black Lives Matter. Alors qu'évidemment dans d'autres villes en fait on voyait plus. Enfin on a donc dans l'Oregon il y avait eu des cas donc de violence de la part des policiers sur les manifestants beaucoup plus fortes en fait. Nous on en a eu un petit peu ici des cas de provocation de la LAPD. J'avais vu des vidéos de personnes, enfin de voitures qui étaient mises au milieu des manifestations, qui étaient garées là pour un petit peu provoquer des violences, enfin pour provoquer et du coup avoir des raisons ensuite de rétorquer avec de la violence. Donc c'était quelque chose d'assez étrange, mais ça s'est très vite en fait. C'est très vite calmé en tout cas de mon expérience personnelle des manifestations à Los Angeles. Voilà, il y a eu très vite une espèce d'accalmie en fait où les manifestations ont pris en ampleur, mais n'ont pas forcément été donc dans la violence, dans le looting, etc. Qu'on pouvait voir autrement. Ça a été attendu, évidemment, avec toutes les barricades, mais ce n'était pas forcément aussi fort qu'on pouvait le penser. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter a eu un impact dans l'élection présidentielle selon toi? Je pense, oui. Beaucoup de gens, enfin, on voit beaucoup de personnes, que ce soit des citoyens américains ou même des personnages politiques, dire que notamment donc, en Géorgie, notamment, enfin, il y a eu un gros impact des électeurs noirs. Et voilà, je pense que définitivement, le fait d'avoir le choix entre un candidat qui disait en gros Black Lives Don't Matter et un autre qui, en fait, était prêt à le dire, même si son soutien était quand même un petit peu mitigé, puisque bon, il a eu des propos vis-à-vis de la police qui n'étaient pas très élégants. Euh, bon, je pense que voilà, le choix était quand même assez facile à faire, d'autant plus avec bon, Kamala Harris, qui était donc sa vice-présidente de choix. Voilà, je pense qu'il y a eu un gros impact de la part des électeurs de couleur, en fait, sur cette élection,
qui ont vraiment permis en fait de retourner le vote. Et puis bon, on l'a vu de toute façon, il y avait eu aussi des chiffres, de ce que j'entends en tout cas, des chiffres records de participation qui, il me semble, tendraient à prouver du coup que voilà, il y a eu ce qu'on appelle le disenfranchisement, donc le fait que les personnes de couleur ne votent moins ici parce que voilà, il y a tout un système qui fait qu'ils sont découragés à voter, voire totalement interdits de vote, etc. Au final, a été beaucoup limité aussi bien. Donc, voilà, ils ont été très encouragés à voter du coup par les circonstances etc. Donc, Jusqu'à présent, Donald Trump refuse d'annoncer et d'annoncer sa défaite. Comment toi tu le vois en tant que Français? Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui serait possible en France? Et est-ce que tout simplement c'est pas une situation ironique, incroyable, drôle, qui laisse sans voix? drôle définitivement. Ouais, en fait, pour moi, c'était la situation. Ça nous faisait très peur pendant un certain moment. En fait, il y a eu beaucoup de, je pas envie de dire théorie du complot, mais beaucoup d'inquiétudes en fait autour de ce que Trump pourrait faire via l'élection, notamment avec l'avantage qu'il a pris sur la Cour suprême récemment. Voilà, beaucoup de gens disaient si jamais à un moment ou un autre il prend une avance sur les élections, il va dire à la Cour suprême d'arrêter de compter, et puis bon, c'est fini, ça y est, on l'a encore pour 4 ans, etc. Donc c'était vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et je pense qu'au final, en fait, on a vraiment vu un espèce d'effet ballon de baudruche qui s'est vraiment dégonflé de la manière la plus lamentable possible, en fait, au fur et à mesure des élections et de cette semaine, où on a vu qu'en fait, il n'a pas tant de possibilités que ça, que là, bon, là, il est en train de faire beaucoup de procès vis-à-vis des recomptages, etc., mais que finalement, ça va pas beaucoup lui servir. C'est vraiment plus un espèce de petit cri pathétique d'agonie. Mais voilà, au final, on a l'impression que ça va pas beaucoup lui servir tout ça, et donc je pense que cette inquiétude-là se perd un petit peu. En fait, il y a un côté un petit peu où je pense qu'on s'était construit cette espèce d'image d'un grand méchant Trump omnipotent, etc. Et au final, là, on le voit en train de tomber, et on se dit, enfin, je pense que beaucoup de gens se disent qu'en fait, il n'était pas si grand et si... Bon, il était très méchant, mais il n'était pas si grand et si puissant que ça. Donc je pense que ça rassure beaucoup de gens, et notamment, donc, enfin voilà, c'est des petites choses comme par exemple le fait que Twitter, en ce moment, chacun des tweets de Trump est fact-check par Twitter. Donc avec un petit bandeau en dessous qui dit attention, ces informations ne sont pas vraies, etc. Et donc c'est toutes ces petites choses-là en fait qui permettent de vraiment le faire descendre de son piédestal très très vite, et de le voir justement donc comme ça tomber. Par rapport à ce que tu demandais sur la France, je pense pas que ce serait possible de contester l'élection de cette façon-là, notamment parce que le système américain est particulièrement bizarre. Et voilà, la façon dont ils annoncent les résultats aussi, j'en parlais beaucoup avec mon colocataire et d'autres amis, c'est que c'est un système qui en fait encourage justement ce stress et ce doute, etc. Donc le fait de dire voilà, en fait, on a 1% des votes et pour l'instant, c'est Trump qui gagne. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire. On a 2 votes et on est en train de dire c'est Trump qui gagne sur 2 votes. Alors qu'en France, donc, de ma mémoire en tout cas d'élection en France, on attend d'avoir des résultats significatifs pour annoncer quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui permet d'avoir un espèce de garde-fou quand même, où les Français ont confiance en le résultat des élections. Et il n'y a pas autant d'envie de recompter, de crier à la fraude, etc. Et qu'est-ce que tu as pensé du traitement médiatique justement de cette campagne, ou même de cette année 2020 qui, franchement, aux États-Unis a été un rebondissement? Ouais, c'était... Je sais même pas quoi en penser, c'est tellement bizarre, et puis on est encore dedans d'une certaine façon. On est encore en plein dedans. Enfin là, c'est... Ouais, je saurais même pas par où commencer. Il y a eu cette espèce de... Comment dire? Ouais, de coupage en deux, vraiment, d'autant plus. Enfin, on l'a beaucoup vu donc depuis l'élection de Trump, donc cette façon dans laquelle la société s'était vraiment coupée entre les pro-Trump et les anti-Trump. Et là, je pense qu'avec le Covid, ça a été d'autant plus polarisé, en fait, où on a vu, donc, d'un côté, bon, bah voilà, la question des masques a été tout de suite politisée, et même en France, hein, enfin, il me semble, en tout cas, voir et entendre parler de la part de ma famille, etc., que les masques font tout de suite débat en disant soit on est pro-masque, soit on est anti-masque.
alors que c'est censé être quelque chose d'assez évident. Mm. Et donc voilà, c'est cette espèce de côté où tout devenait politique, en fait, où on devait toujours prendre une position partisane sur tout, et où au final, et donc c'est une critique qu'on peut faire des deux côtés, puisque d'un côté, donc on a Trump qui s'opposait à tout ce que disaient les médias, quoi qu'ils disent, et d'un autre côté, les démocrates ici qui aussi avaient cette tendance à polariser d'autant plus en disant voilà, dès qu'on annonçait il va falloir porter les masques, c'était limite ah oui, mais de toute façon, les pro-Trump, ils vont jamais faire ça, c'est des abrutis. Donc au final, ça avait tendance à un petit peu pousser aussi les gens dans cette espèce d'antagonisme qui du coup n'était pas, n'a pas dû aider de fait à ce que les gens s'unissent autour d'un problème commun au final. Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué, en tout cas, cette polarisation. Je pense que les médias ont eu une certaine liberté durant cette année. Oui, enfin, liberté. Pour faire le contraste, en France, actuellement, il y a une loi qui est en cours, qui peut-être va être adoptée, sur le fait que durant des manifestations, certains médias seraient autorisés à y participer, d'autres non. Et bon, on s'y approche pas aux États-Unis, mais est-ce que tu penses que cette liberté est en train de se perdre à Los Angeles ou aux États-Unis? Ouais, c'est compliqué à dire. Je sais pas si elle est en train de se perdre au même sens qu'elle se perd avec la loi française telle qu'elle est prévue actuellement. Il y a toujours en fait beaucoup cette idée des États-Unis, enfin aux États-Unis, de ce premier amendement, donc la liberté d'expression comme étant quelque chose d'inaliénable, d'extrêmement important, etc. Donc ça, je pense que ça joue en leur faveur certaines fois, notamment sur la question donc, de pouvoir filmer justement ce genre de choses, etc. Sur la question des médias, en fait, le problème est aussi la question de qu'est-ce que eux veulent montrer et ne veulent pas montrer au final. Donc, notamment, tu m'as posé la question donc, tout à l'heure sur les lootings, etc., donc tous les pillages de magasins. Et c'est vrai qu'en fait, beaucoup de gens ont critiqué les médias, et bon, moi aussi, hein, sur le fait qu'ils montraient un petit peu ce qu'ils voulaient, en fait. Quand ils montraient justement toutes ces images de magasins pillés, etc., on a l'impression que c'était vraiment le chaos, la guerre civile limite aux États-Unis. Évidemment, il y a eu des dégâts, mais c'était pas. Enfin voilà, c'était pas non plus dans les proportions dans lesquelles on pourrait le penser du point de vue extérieur, etc. Ça me donne un peu l'impression, en fait, je sais pas si tu te souviens quand il y avait eu les attentats donc en France et que Fox Ouais. News avait décrit Paris comme étant une zone de guerre. Ouais. Pour moi, c'était un peu le même sentiment, en fait. C'est ce côté totalement hyperbolique de tout de suite dire ah ça y est. Black Lives Matter est dans la rue, donc d'un coup, plus rien ne va, c'est la guerre, etc. Bon, alors que c'est des manifestants qui exprimaient leur mécontentement tout à fait légitime sur le meurtre d'une personne, en fait. Ok. Donc voilà, c'était. Enfin, il y a une liberté par rapport à ça qui n'est pas spécialement en train de se perdre. C'est plus une question qu'est-ce que les médias reflètent et qu'est-ce qu'ils choisissent de ne pas dire, de moins dire en tout cas. Selon toi, ils accentuent trop le négatif. Ils sont plus dans le sensationnalisme, pardon, plutôt que dans l'essentiel. Ouais, je pense. C'est sûrement aussi beaucoup ce qui a permis à Trump d'être élu déjà, et puis de continuer en fait à avoir une base de soutien aussi forte. C'est qu'au final, on est tout de suite, dès qu'il y a le moindre souci, c'était déjà le cas avec la première vague, on pourrait dire, de Black Lives Matter, donc quand c'était déjà avec sous Obama, où au final, voilà, il y avait tout de suite cette tendance, comme tu dis, au sensationnalisme, en fait, à tout de suite vouloir peindre les manifestations comme étant super violentes, etc. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit un peu en France aussi. Voilà, quand j'étais à Paris, ma famille était en Bretagne à l'époque. Dès qu'il y avait donc les attentats, tout le monde s'imaginait que tout de suite Paris était en espèce de zone de guerre. Voilà. Quand il y a eu les gilets jaunes, alors moi j'étais déjà plus à Paris, mais on avait l'impression en regardant les médias de se dire ça y est, tout de suite tout va mal, les rues sont en feu, voilà. Bon, sans minimiser forcément la grandeur de ces manifestations-là, en fait, on a tendance à maximiser un peu la violence et la gravité du point de vue, comment dire, du point de vue des disruptions, pardon, j'ai les mots en anglais qui me viennent, du point de vue des problèmes sur le plan social, en fait, voilà, que ça peut provoquer, alors que ce sont des manifestations, je veux dire, voilà,
c'est quelque chose qui est attendu, qui est prévu, qui est, voilà, quoi, qui est tout à fait normal. Je te remercie, Colline, d'avoir répondu à toutes ces questions.